Eh ben, je vous propose qu'on commence tranquillement. Il est 47, comme ça laissera un petit peu le temps aux rotateurs de venir. Bonjour à tous, très chouette de vous retrouver avec toutes les caméras pour cette masterclass Up Together, cette masterclass inspirationnelle. Aujourd'hui, on a vraiment le super plaisir, l'équipe Up Together, de recevoir Anne-Laure, arrivée depuis quelques années, mais qui a passé 15 ans au Québec et qui en fait vient du monde doctoral des neurosciences et qui va prendre le temps aujourd'hui de vous parler de ce fameux lâcher-prise. Pour tout vous dire, en fait, cette masterclass a été bien prévue avant le confinement. Et en fait, en y réfléchissant avec Anne-Laure, on se dit que c'était d'autant plus pertinent de vous parler de ce sujet-là pendant le confinement, pendant une période qui n'est pas forcément évidente. Quand on l'a préparé avec Anne-Laure, eh ben, le gros enjeu pour nous deux et surtout pour elle, c'était d'arriver à faire caler ça en 1 heure de masterclass. Parce qu'Anne-Laure, pour le coup, a vraiment l'habitude de diffuser ses savoirs et ses connaissances en neurosciences et en coaching pour les managers sur des formations de 4 heures, voire de 2 jours auprès de groupes de managers. Donc, c'était son gros challenge à elle pour la session d'aujourd'hui. Je propose, Anne-Laure, peut-être que tu nous mettes ta caméra, que tu te présentes peut-être un petit peu à notre... Voilà. À nos managers, savoir un petit peu d'où tu viens, où tu en es arrivé aujourd'hui à te poser ces questions-là et à intervenir sur le sujet. Super. Est-ce que vous me voyez? Tout le monde me voit? Ouais. Et vous m'entendez? Ok, super. Je vais mettre ça. Hop, voilà. Déjà, un grand merci à Perle et à Grégoire pour cette invitation. Je vais rapidement me présenter pour ensuite rentrer dans le vif du sujet, sachant qu'on n'a qu'1 heure, comme Claire l'a dit. Pour moi, c'est un sacré défi de vous présenter ces travaux en 1 heure. Ça va être vraiment une prise de contact, on va dire, avec le lâcher-prise neurologique. Donc très rapidement, moi je viens, comme Perle l'a mentionné, je viens du monde universitaire. Je suis un hybride entre une biologiste à tendance cognitiviste et une professionnelle de l'accompagnement. Cette hybridation vient de 2 expertises. Donc ma première, comme on vient juste de vous le mentionner, c'est celle d'une vie de chercheur. En fait, j'ai été chercheur pendant une dizaine d'années en recherche sur le cancer. J'ai fait un doctorat, un post-doctorat, et je suis partie à Montréal faire ce qu'on appelle donc ce post-doctorat en recherche sur le cancer à l'Université McGill de Montréal. Et j'ai obtenu un poste de chercheur ensuite que j'ai accepté, toujours dans cette université, en recherche sur le cancer. Ça, c'est ma première carrière professionnelle. Et en 2011, comme sans doute certains d'entre vous ou certains de vos collaborateurs, j'ai frappé un mur qui est le mur de mes valeurs, où vais-je, où gère, qui suis-je, ces grandes questions existentielles à laquelle à un moment donné on est confronté. Et j'avais vraiment un manque dans ma vie professionnelle qui était du concret, de me sentir utile, parce que quand on est chercheur en cancérologie, surtout en recherche fondamentale là où j'étais derrière mes tubes à essai, derrière avec mes souris, malheureusement, hein, c'était mon modèle d'étude. J'avais quelques étudiants, une équipe de recherche, mais j'étais quand même très limitée par le transfert de mon expertise. J'avais besoin d'une application concrète. Et cette application concrète, eh bien, je l'ai trouvée en me formant à diverses approches d'accompagnement, dont le coaching. Et petit à petit, j'ai créé mes propres produits, mes propres services en mixant cette double expertise qui est donc celle de la biologiste que je suis et que je reste fondamentalement et de la chercheure et celle de la professionnelle de l'accompagnement. Et j'ai créé donc des produits qui proposent des passerelles, des points de convergence entre le fonctionnement du cerveau et les relations humaines. Alors c'est assez large parce que ça touche aussi bien donc justement le lâcher-prise, que j'ai appelé le lâcher-prise neurologique. Je vais vous présenter aujourd'hui un aspect qui est un peu différent peut-être que ce que vous avez déjà entendu parler sur le lâcher-prise pour ceux qui ont peut-être eu fait des lectures sur ce sujet-là. Mais je propose aussi des points de convergence entre le fonctionnement du cerveau et la gestion du stress, sur toute la notion du cerveau des émotions. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces passerelles qui sont aujourd'hui superbement permise par les 10 dernières années de découverte en neurosciences dans le monde des relations humaines. Donc, dans le milieu du management, pour moi, c'est un bijou, ces données-là. Donc, voilà pour ça.
Yes, très clair. Bah, merci beaucoup alors. Donc en fait, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était que tu viennes parler aujourd'hui à la communauté justement de ce côté concret. On sait que ça vous tient vachement à cœur, vous les managers de Up Together, d'avoir du concret. Et du coup, j'aurai un peu cet apport théorie et en même temps quelques pistes sur cette situation que j'espère que vous avez réussi à écrire sur votre papier du lâcher prise. Pour nous, on avait deux objectifs que Anne-Laure va sûrement rappeler en début de séance, mais pour moi, il y avait deux objectifs pour vous pendant cette heure qui va suivre. C'est d'abord d'identifier vraiment tous les pièges du cerveau humain qui vous empêchent de lâcher prise facilement. Finalement, en fait, c'est un peu, moi, quand elle me l'a présenté, c'était une révélation. C'était, ah, mais en fait, il y a vraiment des choses qui font que c'est dur de lâcher prise. C'est pas juste parce que j'arrive pas à faire Bouddha dans mon jardin. Donc, en fait, il y avait vraiment des vraies clés là-dessus. Et la deuxième chose, c'est quels sont les quelques outils, les quelques questions très simples, très concrètes, qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet et de lâcher finalement cette prise dont Anne-Laure va nous parler. Je propose alors qu'on débute, qu'on se lance dans le sujet, que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour toi de lâcher prise, parce que quand tu m'as demandé de faire l'exercice, eh ben, j'avoue que j'ai pris mon papier, mon crayon et je me suis dit mais en fait ça veut dire quoi lâcher prise? En fait c'est quoi? Ouais. Est-ce que j'arrive pas à déléguer? Et c'était ultra dur pour moi. Je me suis dit que je sais pas vous en face de votre écran, mais voilà, moi ça a été dur pour moi. Je me suis dit qu'Anne-Laure, ce serait pas mal que tu en fasses un petit topo sur ce sujet. Super, merci Perle. Ce que je vais vous inviter à faire aussi, c'est peut-être à converser sur le chat si vous avez des questions pendant la conférence. Parce que c'est la première fois moi, que je vais donner cet atelier-là en format virtuel. Donc, je suis habituée à ce qu'on interagisse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Pour commencer, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est deux présupposés qui vont venir teinter l'ensemble de cette conférence. Le premier, c'est qu'on a tous besoin d'apprendre à lâcher prise. Ça, c'est une réalité. Et le deuxième, c'est que lâcher prise passe par mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau. Les objectifs de cette conférence, comme Perle vous l'a dit, ça va être de comprendre les pièges tendus par le cerveau. Vous allez voir que, en fait, naturellement, le cerveau résiste. Il résiste au lâcher prise au même titre qu'il résiste au changement. Hein. Je fais une passerelle très souvent entre la conduite du changement et le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est un des outils pour accompagner le changement. Et il y a une résistance naturelle, on va en parler aujourd'hui, à lâcher prise et donc à changer. Et l'idée, ça va être de vous proposer des clés scientifiques. Alors, quand je dis des clés scientifiques, je ne vais pas vous proposer une matrice, je ne vais pas vous proposer une grille, un inventaire, un outil peut-être de management dont vous avez l'habitude. Je vais vous proposer aujourd'hui un ensemble de questions. Et ce sont ces questions qui vont être vos outils pour appréhender le lâcher-prise. Ces questions, on va pouvoir les pratiquer en fin de conférence, si on a le temps, j'espère. Donc, ça sert à quoi finalement de vous proposer cette conférence et d'apprendre à lâcher prise? Ça sert à notamment cette liste-là que peut-être vous avez déjà appréhendée, hein, être plus autonome, appréhender le stress, mieux gérer les conflits relationnels, avoir du plaisir en travaillant, etc. C'est vraiment un outil, moi, qui a changé littéralement ma vie quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Et c'est pour ça que ça va être important que je vous transmette aussi, pour le cerveau, ça veut dire quoi lâcher prise? Donc, je lis une première question, lâcher prise, faut-il que cela passe par une prise de hauteur par rapport aux situations? En effet, c'est un des premiers prises de hauteur, on pourrait le voir comme ça, on va le préciser un peu, cette notion de prise de hauteur. Je vais aller le préciser tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est 3 parties. La première partie, c'est vraiment poser les bases. Ça veut dire quoi lâcher prise? De quoi on parle finalement, avec quelles sont les approches et une définition. La deuxième partie, ça va être sur les résistances au lâcher-prise, où là, je vais vous proposer mon modèle, qui est le modèle des 2 pilotes, et puis une petite partie qui est vraiment toute nouvelle, qui est où je me suis permis de faire des passerelles avec ce qu'on vit en ce moment, le cerveau et la crise sanitaire. Sans jugement politique, mais vraiment plus un regard scientifique sur les décisions qui ont été prises en lien avec la crise sanitaire. Et puis terminer une troisième partie sur 4 clés, qui sont 4 questions, en lien avec le lâcher-prise neurologique. Est-ce que ça vous va comme proposition? En même temps, vous n'avez pas Super. le choix. Hein. Super. Et j'allais dire, moi, le truc qui m'avait marqué, c'est quand tu nous avais présenté, parce que pour le coup, j'ai eu la chance de la faire en présentiel, cette fameuse petite vidéo qui m'a fait sourire et qui m'a bien rappelé moi-même quand j'ai du mal à lâcher prise. Ouais, alors moi, j'aime bien définir, en fait, le lâcher prise, finalement, je vais le résumer avec cette introduction qui est cette vidéo. Alors peut-être... En fait, c'est pas bien grave.
Vous avez tous reconnu le personnage Scratch. Pour les grands fans de l'âge de glace. Alors voilà. Petite introduction, prise rapidement, quelques mots-clés, là, si vous vouliez mettre quelques mots-clés dans la conversation, ça vous a fait penser à quoi cette vidéo en lien avec le lâcher-prise? C'est quoi les mots-clés qui viennent à vous en lien avec cette vidéo? Il peut y avoir... moi, le premier mot-clé, c'est la obstination, voilà, c'est ça. Il y a vraiment obstination, l'obsession, tout à fait. L'acharnement. Ok, fierté aussi, persévérance, tout à fait. C'est vraiment tous ces mots-là. Donc, Scratch, là, lui, il lâche pas prise, on est d'accord. On s'entend que lui, il lâche pas prise. Sa prise, c'est la noix. Et oui, il est à la fois aveuglé, il a son objectif et il fonce. Et quoi qu'il arrive, il y va au point de prendre des risques. Parce que là, vous voyez, j'ai arrêté la vidéo où on le voit avec des requins, têtu, ridicule, désir, tout ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai un objectif et je le lâche pas, au point par moment là de me mettre en danger. Donc il y a vraiment cette idée-là dans la notion de lâcher prise. Il y a plusieurs approches qui proposent des définitions et des outils concernant le lâcher prise. Il y a bien évidemment les approches de psychologie, la gestalt thérapie, la psychologie non directive, toutes ces approches-là, des approches de développement personnel qui vont se joindre aux approches de psychologie. Il y a la philosophie bouddhiste, moi c'est celle avec laquelle je suis plus j'allais dire en résonance, je vais vous en parler un tout petit peu. Et puis, il y a les sciences cognitives que je rajoute à ces approches-là. Vous allez voir qui, je trouve, ont une certaine proposition du lâcher-prise. Donc moi, je vous propose un peu un mix entre la philosophie bouddhiste et les sciences cognitives, qui sont les deux. Alors, la science cognitive, c'est ma spécialité, mais la philosophie bouddhiste, ça va être une passion. Je vais plus le préciser comme ça, parce que je ne suis pas spécialiste, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je mets en lien avec le fonctionnement du cerveau. Et pour ça, je vais vous proposer une première définition qui est celle de Matthieu Ricard. Matthieu Ricard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est justement un moine bouddhiste. Et ce qu'il a d'assez incroyable, cet homme-là, et pourquoi je suis en résonance avec cet homme-là, c'est que, comme moi, il est chercheur à la base. Matthieu Ricard, il est docteur en génétique moléculaire. Il a donc fait un doctorat, comme moi, dans les mêmes milieux, on a fait les mêmes recherches. Et lui, il a fait aussi un changement de carrière, mais beaucoup plus sage que moi, puisqu'il est parti se former au bouddhisme au Tibet, et il est devenu moine tibétain. Et là où il est vraiment chouette, ce moine, c'est qu'il a, avec d'autres moines et avec d'autres bouddhistes, dont le Dalai Lama, ils ont notamment créé un institut qui s'appelle le Mind and Life Institute, qui chaque année réunit des moines bouddhistes et des neuroscientifiques pour proposer des passerelles entre le fonctionnement du cerveau et le bouddhisme. Et le lâcher-prise, c'est un des éléments qu'ils abordent en lien avec le fonctionnement du cerveau. Bien évidemment, il y a toutes les recherches sur la méditation. Et ce que dit Matthieu Ricard, lui, sur le lâcher-prise, pour lui, il le définit de la façon suivante. Donc, lâcher-prise, c'est être libre, être maître de son esprit, et c'est accepter et accueillir ce qui est là, plutôt que ce qui devrait ou pourrait être là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là?
Être libre, être maître de son esprit, pour Mathieu Ricard, qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise? C'est qu'on est sous l'emprise de nos émotions, on est sous l'emprise de nos ressentis, on est sous l'emprise de nos besoins, on est sous l'emprise des situations que l'on vit, donc on n'est pas libre. Être libre, être maître, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions, ça ne veut pas dire ne plus avoir de vécu, de ressenti, ça veut dire ne plus être sous l'emprise, ça veut dire se détacher, ça veut dire se désidentifier, ça veut dire devenir un observateur. C'est comme si finalement on place l'émotion ici et on la regarde, on devient un observateur. Ce n'est pas l'émotion qui nous guide, c'est nous qui observons l'émotion, c'est nous qui observons la situation. Ça, c'est ça, être libre, être maître de son esprit. Le deuxième point, accepter accueillir ce qui est là plutôt que ce qui devrait ou pourrait être là. Ça fait une différence majeure dans ma vie, cette phrase-là. Je vais vous donner un exemple personnel, un espace, d'abord un exemple professionnel, puis après je vous donnerai l'exemple personnel. L'exemple professionnel que j'ai eu où cette phrase-là a vraiment pris une dimension. J'ai reçu un jour, donc je suis coach aujourd'hui de managers et dirigeants, mais aussi rarement j'accueille des personnes qui ne sont pas forcément dans un profil de manager ou de dirigeant. Et un jour, j'ai eu cette personne-là qui, elle, avait comme objectif de devenir manager dans une boîte. Et elle avait son profil, le professionnel était le suivant. Elle avait fait des études de doctorat en physique. Elle, son but, c'était d'être chercheur. Et pendant son doctorat, elle tombe enceinte. Et pour des raisons diverses, elle doit s'arrêter et s'occuper de son enfant. Pendant 10 ans, elle s'occupe de son enfant, elle met donc sa carrière en pause. Quand elle revient et qu'elle postule sur des postes de management dans le milieu de la recherche industrielle en physique, dans sa tête à elle, elle a continué d'évoluer en tant que chercheur. C'est que dans sa tête à elle, donc là où elle aurait dû être, là où elle aurait pu être, c'était une posture de chercheur. Concrètement, là où elle en était, elle n'avait pas validé son doctorat, elle n'avait même pas validé son master. Donc sur le CV, elle avait alors ce qu'on appelle au Québec un baccalauréat, donc en France c'est une licence, elle avait l'équivalent d'une licence. Donc il y avait un décalage entre ce que là, à l'intérieur d'elle, ce qu'elle pensait être, ce qu'elle se percevait d'elle-même, donc ce qu'elle envoyait comme message, et là où elle en était réellement. Et c'est ce décalage-là qui créait des difficultés dans son embauche. Et le travail, la job que j'ai dû faire avec elle, ça a été de réduire ce décalage-là et d'accepter ce qui est là, plutôt que là où elle aurait pu être, là où elle aurait dû être, là où elle aurait rêvé d'être. Vous voyez cette différence? Le lâcher-prise, ça c'est vraiment il y a une étape d'acceptation de là où j'en suis plutôt que là où j'aurais aimé être. Je vais vous donner un exemple perso qui fait généralement sourire, mais c'est donc le lâcher-prise, je le travaille très régulièrement. Et on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais et il y a un espace dans ma vie où je n'arrive pas encore à lâcher prise. C'est en lien avec mon corps, par exemple quand je danse. J'adore danser. J'ai pris à Montréal des cours de swing et de jive, donc c'est du rockabilly et des danses des années 50. Et alors moi, quand je vois mes proches, ouais, super, c'est hyper facile. Ou quand je vois des vidéos, ça me paraît vraiment facile. Sauf que concrètement, une fois que je m'y mets et que je me regarde, c'est une catastrophe. Il y a un décalage entre là où j'aurais rêvé être, aimé être ou perçois être capable d'être et là où j'en suis concrètement. Et c'est l'espace de ma vie où j'ai de la difficulté à lâcher prise, tout simplement parce que je ne pratique pas, parce que j'aurais envie que ça soit, voilà, que ça vienne d'un coup. Donc je ne lâche pas prise sur le regard que j'ai de moi quand je me vois danser. Vous voyez cette notion d'écart, c'est ça qui est important là dans cette notion de lâcher prise. Donc ça, c'est une première définition qui est en lien avec quelque chose qui est plus en lien avec la philosophie bouddhiste. Moi, ce que je vais rajouter, c'est vraiment le cerveau, lui, son besoin premier, c'est d'être conscient de ce qu'on lâche. Dans lâcher prise, il y a 2 mots. D'après vous, quel est le mot-clé? Est-ce que c'est le mot lâcher ou est-ce que c'est le mot prise? Qu'est-ce que vous diriez sur la conversation du groupe là? Est-ce que c'est lâcher ou est-ce que c'est prise d'après vous? Plutôt prise. Je dis c'est un piège. C'est vrai que ça sent le piège à plein nez, oui. Ouais, ça sent le piège à plein nez. Il y a pas mal de gens qui disent prise. Alors, en effet, le mot-clé dans le tiret, oui, c'est possible aussi. Il y a pas mal de personnes qui ont répondu le mot prise. Et en effet, là où il y a une mauvaise compréhension du lâcher-prise, c'est que oui, il faut que je lâche. En réalité, le cerveau, il a besoin d'être conscient, c'est quoi la prise? Le mot-clé dans lâcher-prise, c'est la prise. Parce que c'est bien gentil de dire, je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit, ouais, c'est bon, lâche prise. Mais ça veut dire quoi concrètement? Le cerveau, lui, quand il dit lâche prise, il ne comprend pas. Il a besoin de savoir, je lâche quoi?
qu'est-ce que je lâche? C'est quoi la prise que je dois lâcher? Et la prise, oui, c'est à quoi on renonce, exactement. La prise, c'est à quoi je renonce, c'est à quelle prise je renonce. Ça va être précis. Alors là, il doit y avoir une inside parce que je ne comprends pas le RG45. J'imagine que c'est une inside entre vous. Oui, d'accord. Donc la prise, en fait, ça va être… Alors très souvent, la prise, c'est soit une émotion, soit un besoin. Ça, c'est comme ça que le cerveau va appréhender le lâcher-prise. Pour le cerveau, la prise, ça va être une émotion ou un besoin. Donc pour aller chercher l'émotion, c'est tout simplement qu'est-ce que je ressens en ce moment. Je ressens de la colère dans cette situation parce que mon patron, il met de la pression puisque ça fait 1 an que je lui montre que je suis capable mais qu'il est toujours en train de me mettre de la pression. J'ai de la colère. La prise, ça va être la colère ou la pression, ou la pression. Ça peut être aussi un besoin. J'ai un besoin de contrôle, j'ai un besoin de reconnaissance, j'ai un besoin de comprendre. Ça va être la prise à lâcher. On va voir après comment on peut appréhender ce lâcher-prise. Donc ça, c'est vraiment le cadre que je souhaitais vous proposer, c'est d'être conscient de ce qu'on lâche. Et le cerveau a besoin d'identifier la prise. Ça va jusqu'à maintenant? Okay. Yes, très clair. Donc, ça me permet de vous proposer, ok, c'est bien gentil tout ça, mais malheureusement, notre cerveau, il nous crée des pièges. Pour ça, je vais vous présenter le modèle des 2 pilotes. Alors, le cerveau, la façon dont il est fait, et ça a été un modèle qui a été proposé par un physiologiste qui s'appelle Paul MacLean. Je suis sûre que la grande majorité d'entre vous a déjà entendu parler du cerveau trionique, ou les 3 cerveaux. C'est quelque chose qu'on entend parler partout, les 3 cerveaux, le reptilien, le limbique, le néocortex. On en entend parler, et on le met un peu à toutes les sauces, ce modèle-là. C'est une théorie que je trouve très intéressante, mais qui aujourd'hui est caduque. Elle est très intéressante pour la raison suivante, puis je vais vous dire après pourquoi elle est caduque. Elle est intéressante parce que Paul MacLean a proposé une théorie du cerveau humain pour expliquer comment notre cerveau a évolué aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres humains aujourd'hui? Et pour Paul MacLean, il propose que notre cerveau d'humain est né de la succession, et le fruit de la succession de 3 couches qui se seraient succédées pendant l'évolution. Première couche à être apparue dans l'évolution, le reptilien. On le voit en vert ici. Le reptilien, comme son nom l'indique, il serait apparu chez les reptiles et chez les oiseaux, donc les premiers êtres, parmi les premiers êtres vivants à être apparus sur Terre. Aujourd'hui, c'est en effet un cerveau qui existe dans notre corps, c'est le tronc cérébral, là, c'est à l'arrière de la tête. Ça, c'est le cerveau reptilien. C'est aujourd'hui le siège de toutes nos fonctions autonomes, la respiration, la digestion, le bébé qui arrive à la naissance puis qui a cet instinct de succion. Vous savez, là, il s'est tété directement. Tout ça, c'est des fonctions de survie, finalement, des fonctions de maintien de notre physiologie et de ce qu'on appelle l'homéostasie qui sont contenues dans le reptilien. Si on continue la théorie de Paul MacLean, il dit ensuite est apparu un cerveau chez les mammifères. Ce cerveau, donc les mammifères auraient eu le reptilien plus un nouveau cerveau qu'il a appelé le cerveau limbique. Pourquoi il est apparu chez les mammifères? Parce que les mammifères, pour se déployer dans un environnement concurrentiel, ils ont eu besoin d'avoir des nouvelles capacités que les reptiliens n'avaient pas forcément, qui étaient de détecter des expériences agréables et désagréables. Attention, je suis une proie, attention, je vais être mangée. Donc des émotions, des ressentis. Et pour ça, les mammifères ont développé des structures qui sont capables d'aller générer des émotions et de détecter des émotions. Et c'est ce que Paul MacLean a appelé le cerveau limbique. Vous le voyez en jaune. Aujourd'hui, il y a en effet dans ce cerveau-là des structures clés dans la genèse des émotions. On va le voir tout à l'heure. Et puis par la suite, toujours, dans cette histoire de l'évolution, est apparu chez les primates, chez les grands singes, chez les hommes primitifs et chez nous, les homo sapiens, ce que Paul MacLean a appelé le néocortex, qui est le siège de toute la fonction cognitive. Donc ça va être toute la capacité de raisonner, de comprendre, de réflexion. Quand on cherche une info, on est dans le néocortex. La prise de conscience, quand on parle de prise de conscience, quand on prend conscience, vous savez, ce fameux « Ah, ça y est, je viens de comprendre », ça c'est dans le néocortex. Le langage, c'est dans le néocortex. Donc toutes ces fonctions cognitives supérieures sont apparues chez les primates, et chez l'homme, c'est là où il y a eu une expansion majeure avec l'apparition du langage dans le préfrontal. Alors aujourd'hui, cette théorie, elle est remise en question pour la raison suivante. C'est que vous voyez ici un arbre, et si vous regardez le bleu clair, le bleu très très clair, là, où c'est écrit cérébrum,
tout ça, en fait, ça, c'est le futur néocortex. Et les chercheurs se sont rendus compte que, vous le voyez là, chez les amphibiens, chez les reptiles et chez les oiseaux, il y a déjà ce cortex-là, pas le néo, pardon, du cortex. Il y a déjà du cortex. Donc, c'est-à-dire que la couche, si je reviens en arrière, la couche bleue ici, vous la voyez à nouveau ici, le bleu très clair ici, elle existe déjà chez les reptiles. Donc, ce n'est pas vrai que les reptiles, ils avaient juste un cerveau reptilien et que les mammifères, ensuite, ils ont développé le limbique et qu'ensuite, il n'y a pas eu cette succession-là. Ce qui est vrai, ce que les chercheurs disent aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il y a eu, les 3 étages étaient là dès le début de l'évolution, mais il y a eu une répartition et un volume qui a différé en fonction des contraintes auxquelles l'espèce a été soumise. Ça, c'est la première chose qui fait que le modèle est caduc. Deuxième chose qui fait que ce modèle est remis en question, je vous présente à gauche M. Phineas Gage. À droite, vous voyez une reconstitution de son crâne une fois qu'il a été décédé. À gauche, vous voyez Phineas Gage qui pose avec une barre de fer et un œil fermé, vous voyez là. Ce monsieur-là, c'était un contremaître de chemin de fer qui était alors, il était manager, contremaître de chemin de fer. C'était un très bon manager qui était très apprécié de ses collègues. Il était empathique, il avait un leadership qui était apprécié. Donc, il était vraiment dans une posture bienveillante et efficace de son leadership de management. Et à un moment, il y a eu un accident, c'est qu'il était en train d'installer une dynamite. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais imaginez-vous sur un chemin de fer en train d'essayer de poser une dynamite. Et il y a eu un accident et la barre de fer, poup, elle a traversé son crâne. Mais elle a traversé littéralement. C'est-à-dire qu'elle a traversé l'œil. Vous voyez la reconstitution à droite, là, elle a traversé le crâne, elle a traversé l'œil. Et elle est passée et il est resté vivant. À tel point qu'il pose avec la barre de fer avec laquelle il a eu l'accident. Pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce que ce monsieur, il a révolutionné le champ des sciences cognitives. Comme je vous le disais, c'était un manager qui était bienveillant, empathique, très apprécié de ses collaborateurs. Et après son accident, il a développé une personnalité très irascible, très impulsive. Incapable de l'idée. Il avait perdu son pouvoir de gestion d'équipe, de leadership, de conduite du changement. Il avait complètement perdu ces capacités-là et il avait des comportements émotionnels qui ont été complètement modifiés. Or, si vous regardez la barre de fer à droite, elle a traversé le préfrontal, ici. Paul MacLean disait pendant tout un temps, les émotions sont dans le jaune, le limbique. Or, ce monsieur-là, il y a eu un changement de comportement émotionnel. Et c'est là où les chercheurs se sont dit, mais en réalité, les émotions, c'est un processus émotionnel qui implique les différentes parties du cerveau, dont le limbique, que j'ai appelé la centrale. En effet, c'est là que sont générées les émotions. Mais le cortex préfrontal, là où la barre de fer avait traversé, a un impact majeur sur le processus émotionnel parce que c'est ce cortex-là qui permet de gérer les émotions, quand on parle de gestion des émotions. Pour résumer ce petit schéma, je vous propose de visualiser ma main et de reprendre le modèle des 3 cerveaux. Ce modèle que je vais vous présenter, le modèle de la main, c'est Daniel Siegel, S-I-E-G-E-L, pour ceux que ça intéresse, qui a proposé ce modèle de la main et qui a repris la théorie de Paul MacLean. Donc, on imagine que ça, donc mon bras, là, c'est le reptilien. Mon pouce, il va servir de limbique. Les 4 autres doigts, c'est le néocortex. Ce qui se passe, c'est quand vous avez une émotion, c'est le limbique qui réagit. L'émotion est générée. J'ai de la colère. J'ai de la colère parce que, par exemple, je viens de recevoir un mail, il est 8h du soir et mon patron me demande ou mon collaborateur vient de me dire que le dossier, la réunion de demain n'est pas prête, quelque chose comme ça, et ça me met en colère. Donc, je réagis. La capacité que les adultes ont va être de refermer cette émotion grâce au cortex limbique. Alors concrètement, ce n'est pas ça qui se passe dans le cerveau, hein. C'est métaphorique ce que je suis en train de vous montrer. Hein. Cependant, il y a réellement des connexions qui se font entre le cortex préfrontal qui lui parle. Il parle littéralement, il envoie des infos au limbique en disant « il est 8h du soir, ferme ton mail, on en reparle demain ». C'est littéralement ça qui se passe. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Phineas Gage, il était tout le temps comme ça. Parce que son cortex préfrontal avait été abîmé par la barre de fer. Il n'était plus capable de faire ce mouvement-là. Il n'était plus capable de communiquer
avec le limbique. Petite parenthèse, les enfants, ils sont comme ça tout le temps jusqu'à l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas de cortex préfrontal mature. La maturation du cortex préfrontal commence vers l'âge de 7 ans. Donc les enfants, c'est pour ça que c'est des brutes des émotions, c'est qu'ils ont un accès direct. Alors ils vont exploser de joie, ils vont exploser de colère, ils vont exploser de rire, puis ça va passer d'une émotion à l'autre. C'est vers l'âge de 7 ans qu'on commence à avoir cette capacité de communiquer avec notre système émotionnel. Pourquoi je vous parle de déjà, ça? ça nous donne pas mal de clés pour éduquer nos enfants, déjà. Ça donne quelques petites pistes pour comprendre ce qui se passe à la maison. Ouais, et puis je vois même, il y a quelqu'un qui dit même au-delà. En effet, le même au-delà, donc vous savez, quand on parle, le cortex commence sa maturité vers l'âge de 7 ans. Il y a des chercheurs qui disent qu'il se termine vers l'âge de 25 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la notion d'adolescence, elle est de plus en plus décalée dans le temps, à cause de cette maturation du cerveau qui est décalée dans le temps. Mais en réalité, cette maturation et cette capacité de refermer et donc de communiquer, c'est tout au long de notre vie. C'est le principe de l'intelligence émotionnelle. Hein. Vraiment, on est là dans apprendre à communiquer avec notre cerveau des émotions. Dans la notion de gestion des émotions, moi, j'aime pas le mot trop gérer parce qu'en fait, on ne peut pas gérer une émotion. Dans le sens, non, attendez, on ne peut pas, comment dire, on peut la gérer, mais on ne peut pas la contrôler, dans le sens où une émotion, elle arrive, elle est là, elle existe. Cependant, on peut aller lui parler, on peut l'observer, on peut l'appréhender, on peut la comprendre. Ça, on peut faire. Et ça, c'est le cortex préfrontal qui fait en faisant ce mouvement-là. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est que moi, ça m'a donné l'idée, et vous allez voir les liens que je vais faire avec la notion de lâcher prise, de créer un modèle que j'ai appelé le modèle des 2 pilotes. En fait, notre cerveau, finalement, il fonctionnerait comme si on était à bord d'un vaisseau. Imaginez-vous tous là, vous en tant qu'être humain, vous êtes un vaisseau. Et dans votre vaisseau, il y a 2 pilotes. Il y a le pilote exécutif et le pilote protecteur. Le pilote exécutif, en gros, c'est le néocortex, et le pilote protecteur, ce serait le limbique et le reptilien. Le pilote exécutif, sa job, c'est d'exécuter. Son nom l'indique. Il exécute, il prend des décisions. Donc, quand on parle de prise de décision managériale, vous allez voir, je vais en parler un petit peu. On prend des décisions quand on va dire que c'est une décision qui est rationnelle, qui est réfléchie, qui est réfléchie dans le temps et décidée, ça va être le pilote exécutif. Mais ce pilote exécutif, il prend des décisions sous l'influence du pilote protecteur. Le pilote protecteur, lui, sa job, c'est d'assurer votre protection. Et pour ça, il scanne dans l'environnement tout ce qui se passe pour vous envoyer des signaux. Ces signaux, ce sont des émotions. Et ces émotions vont être envoyées au pilote exécutif qui, lui, va prendre des décisions. Donc, en réalité, quand on prend des décisions, souvent, elles sont influencées, et presque tout le temps, elles sont influencées par le pilote et le pilote protecteur. C'est là où c'est intéressant d'apprendre à se connaître parce que les prises de décision, l'idéal, c'est de trouver un équilibre entre la raison et les émotions. Ce n'est pas vrai qu'une décision est purement rationnelle. Ça, c'est un mythe. Ça n'existe pas, les décisions purement rationnelles. Pourquoi? Parce que vous avez le pilote protecteur qui est tout le temps en train de vous envoyer des infos sans que vous vous rendiez compte. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Si on va un petit peu plus loin, le pilote exécutif, son premier besoin, c'est de comprendre, de créer de la cohérence et de faire du sens. Il a besoin, on est des êtres du sens. L'être humain est un être de sens. L'être humain a besoin de comprendre. Et ça, c'est un des premières résistances au lâcher-prise, c'est que tant qu'on ne comprend pas, on a de la difficulté à lâcher prise. Ça, c'est vraiment une première réalité. Je me souviens, à titre personnel, d'un ami. Ça faisait 3 ans que sa femme était partie, demande de divorce, sans explication. 3 ans plus tard, il était incapable de tourner la page parce qu'il n'avait pas eu d'explication. Et il était 3 ans plus tard à dire mais je ne comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, incapable de lâcher prise. Il y avait ce besoin de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Le fameux pourquoi. Notre cerveau exécutif a besoin de répondre au pourquoi. Alors que le pilote protecteur, lui, sa job, c'est, comme je vous l'ai dit, d'assurer votre sécurité. Et donc, son premier besoin, c'est un besoin de sécurité. Et ça aussi, ça va être la deuxième résistance qu'on va aborder un peu plus en lien avec le lâcher-prise, c'est que tant que votre organisme considère, et tant que ce pilote considère que vous n'êtes pas en sécurité, vous ne lâcherez pas prise. Et vous allez voir à quel point la sécurité, alors quand je parle de sécurité, autrefois,
quand on prend nos ancêtres, les hommes primitifs, bah, c'est sûr que c'était des mammouths, hein, les dangers. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les dangers ils sont beaucoup plus subtils. Pour vous illustrer ces deux besoins, et ça va jusqu'à maintenant, Perle? Ouais, carrément. Et ça fait surtout le lien. Alors, j'allais dire à tout le monde, on a eu la petite phase biologique, mais c'était vraiment pour vous permettre d'aborder, et d'appréhender vraiment ces idées-là. N'hésitez pas du tout à poser des questions sur le chat. Et puis, Anne-Laure, je te laisse continuer et nous aborder peut-être le fait des biais et justement ces tours du cerveau, ces tours du cerveau qui nous met un petit peu en questionnement et qui nous empêchent justement d'aller dans ce lâcher prise. Ouais. Alors, ces deux besoins, ils vont s'exprimer à travers des biais. Et c'est ces biais-là qui vont être intéressants pour vous de prendre en considération, que ce soit dans la notion de lâcher prise, mais aussi finalement dans cette notion de prise de décision managériale. Vous allez voir que ces biais-là, en fait, quand moi je donne neurosciences et gestion du stress ou neurosciences et prise de décision, je présente à peu près la même chose que ce que je suis en train de vous présenter, mais avec un autre angle d'approche. Je vous dis ça parce que je sais que pour vous, c'est important en tant que manager aussi d'avoir cette conscience-là des biais qui, finalement, nous tendent des pièges, que ce soit pour prendre des décisions ou pour lâcher prise. Des biais, alors, dire quoi biais? Un biais, c'est une déviation de la pensée. Un biais, c'est une stratégie qu'a trouvé le cerveau pour limiter la quantité de décisions qu'il a à prendre chaque jour. Il faut savoir que votre cerveau et nos cerveaux, ils reçoivent une quantité de décisions qui est de l'ordre de milliers de décisions par jour. Je crois que c'est même plus que des milliers de décisions par jour. Si on devait prendre conscience de toutes ces décisions-là, vous imaginez, notre cerveau brûlerait. Donc pour ça, il a mis en place des automatismes. Ces automatismes, comme vous lavez les dents par exemple, c'est devenu un biais finalement. C'est un automatisme. Vous ne réfléchissez pas à il faut que je mette le dentifrice, il faut que je brosse, etc. Marcher, faire du vélo, prendre la voiture, c'est devenu des automatismes. Les biais, c'est un peu la même chose. C'est des automatismes dont on n'a pas conscience. Il y en a plus de 150, je crois, biais cognitifs. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui parce que je trouve que ce sont les deux les plus pertinents justement en lien avec le lâcher-prise. Premier biais, le biais de la négativité. Donc, vous voyez qu'il y a un biais que j'ai rattaché au pilote exécutif, le biais de confirmation, puis un biais que j'ai rattaché au pilote protecteur, qui est le biais de la négativité. C'est un choix très personnel en lien avec mon modèle. Ce n'est pas quelque chose que vous retrouverez dans les livres, mais par contre, les biais de confirmation et de la négativité, ça, vous pourrez les retrouver. Biais de la négativité. Prenez le temps de lire cette phrase. Oui, c'est les chemins tout tracés du cerveau. C'est exactement ça, un biais. C'est des chemins tout tracés. Biais de la négativité. Imaginez-vous devant un buisson. Alors, prenez dans votre pièce là où vous êtes, imaginez que vous allez avoir un buisson, par exemple, derrière votre ordi. Que préférez-vous croire? Puis je vais vous inviter à mettre la réponse sur la conversation de façon spontanée. Est-ce que derrière ce buisson, vous préférez croire qu'il y a un tigre caché alors qu'il n'y en a pas? Ou alors vous préférez croire qu'il n'y a pas de tigre alors qu'il y en a un? Spontanément, qu'est-ce que vous voulez mettre? Allez-y. Ok. J'ai pas de B aujourd'hui. Bon, alors c'est... Ah, il y a un B. C'est la pression sociale. Oui, c'est ça, la pression sociale. À partir du moment où j'ai autorisé le B, vous voyez, il y a des B qui viennent. Oui, c'est super, merci. Alors, ceux qui ont répondu A, vous êtes en vie. Ceux qui ont répondu B, vous êtes tous morts. L'idée, en fait, c'est que la façon dont votre cerveau va réagir, c'est qu'il préfère imaginer qu'il y a un danger plutôt qu'il n'y en a pas. C'est une question de survie. Et c'est comme ça qu'on a pu survivre et être aujourd'hui les êtres humains que l'on est. Si on répond B, c'est que vous avez sans doute répondu, oui, tant pis Christine, mais vous êtes quand même avec nous, hein. C'est que vous avez répondu en fait avec votre pilote exécutif. C'est que vous avez sans doute raisonné. Mais notre cerveau, là, à ce stade-là, il ne raisonne pas. En raisonnant, bien évidemment que si on raisonne, si je vous demande raisonner, vous allez tous répondre B. Mais si vous ne raisonnez pas, et c'est ça le biais de la négativité, c'est que c'est hors dehors du champ de la raison. C'est un réflexe de survie qui est déclenché par le pilote protecteur. Votre cerveau va scanner dans l'environnement et préfère croire qu'il y a des dangers plutôt qu'il n'y en a pas. C'est vraiment un mécanisme de survie. Sauf qu'aujourd'hui, les menaces, elles sont hyper subtiles. Il n'y a plus de tigres. Là, je suis à Nantes. Là, je ne sais pas où vous êtes. Il n'y a plus de tigres à Nantes. En tout cas, moi, je n'en ai pas encore vu. Et heureusement. Alors, on a une grosse menace en ce moment. Hein, c'est le coronavirus. Ça, c'est une menace subtile qui active notre biais de la négativité, qui fait qu'il y a certains d'entre nous qui se sentent en danger et qui vont activer. C'est pour ça qu'il y a une anxiété chez certains, pas chez tous. On va le voir pourquoi. Chez certains, il y a cette anxiété reliée à la situation sanitaire parce que c'est une menace très subtile
voire un peu moins subtil de plus en plus, quand plus le nombre de morts avance et moins la menace devient subtile en lien avec ce biais de la négativité. Mais là où je voulais vous amener, c'est aussi de prendre conscience que, alors, on est dans une société hyper anxiogène. Moi, la façon dont les médias traitent, que ce soit la crise sanitaire ou, oui, voilà, exactement, hein, sur BFM, c'est vraiment pas subtil, le corona, mais c'est justement, c'est hyper anxiogène. On est dans une société où les médias traitent et alimentent notre biais de la négativité en permanence. Et alors moi, pour vous faire un petit clin d'œil, parce que je suis arrivée il y a seulement 1 an et demi, hein, Perle, ça fait pas que des années que je suis encore rentrée, ça fait 1 an et demi, donc je suis encore un peu québécoise. Normalement, j'ai encore des L'accent, ça va encore. possiblement des petites expressions. Mais alors, quelque chose qui m'a marqué, et oui, ah oui, la job, ouais, ça je sais, ouais, ça c'est québécois. Le job, j'arrive pas à le dire. Donc, un truc qui m'a marqué en lien avec la société anxiogène quand je suis rentrée en France, c'est que vous savez, au Québec, quand on attend le bus, on fait la file. C'est-à-dire que vous avez le panneau, le bus, là, l'abribus, et puis la personne arrive là, ensuite la deuxième personne arrive là, ensuite voilà, et tout le monde fait la file. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. On arrive, on montera en fonction de notre ordre d'arrivée. En France, là, quand je suis rentrée en France, faire la file, oui, c'est faire la file. Quand je suis rentrée en France, j'avais l'impression que j'assistais à un combat de boxe pour rentrer dans le bus et que c'était un moment de guerre, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et donc là, c'est clair, pour moi, ça, c'est une menace qui vient directement alimenter notre biais de la négativité. Ça, c'est sans qu'on s'en rende compte, on va déclencher des hormones de stress. L'autre truc qui m'a marqué quand je suis rentrée en France, qu'est-ce que vous dites le matin quand vous dites au revoir à votre conjoint ou que vous dites au revoir à, à, à un boulanger? Si ça m'est arrivé à chaque fois, les boulangers, les boulangers qui vous disent au revoir. Ou... Qu'est-ce que vous dites? Bisous. Je ne pense pas qu'on dise bisous à notre beau... Exactement. Le fameux bon courage. Le fameux bon courage. Qu'est-ce que ça veut dire le mot courage? À quoi est relié le mot courage? Pour l'organisme, pour notre cerveau, qu'est-ce qu'il y a derrière courage d'après vous? C'est quoi le mot-clé? Effort. Quoi d'autre? Quand on dit courage, ça va être dur. Alors travail, ça c'est intéressant, ça qui est le mot travail. Affronter sa peur, danger, exactement. Derrière le mot courage, il n'y a pas le mot travail. Hein. Si vous associez le mot courage au mot travail, je vais vous inviter à vous poser, à vous poser des questions parce qu'en fait, derrière courage, c'est le mot pénibilité, c'est le mot difficulté, c'est le mot danger. Le cerveau, la façon dont il comprend le mot courage, c'est attention, je vais en chier là. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est ça. Je vais affronter, je vais monter un mur, il y a quelque chose qui s'en vient. Le bon courage, ça déclenche votre biais de la négativité. Et c'est vrai qu'on va dire bon courage pour un travail. On va dire au lieu de dire bonne journée de travail, on va dire bon courage parce que tu as ton travail. Et c'est devenu un langage courant, alors qu'en fait, il faut prendre conscience. Moi, je dis, arrêtons de dire des bons courages. Prendre conscience que ça active le biais de la négativité sans qu'on s'en rende compte, parce que ça prépare notre corps à affronter un danger. Moi, je vous invite à dire bonne journée, bonne réunion, bonne rencontre, amuse-toi bien. Voilà. Et là, on va dans un autre espace. Comparaison aux autres. Ça aussi, hein, on est dans une société depuis tout petit, à l'école, le système, c'est toi, tu as eu un 8, moi, j'ai eu un 7. On va se comparer. Et on se compare après, entre voisins. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein. Ce voisin, il a l'air tout a l'air tellement plus facile pour lui. Le soir, quand je vais à l'école chercher mes gamins et que je suis hyper stressée, les autres parents, ils ont l'air tellement plus patients que moi. Mon collègue, là, il a l'air toujours de rendre à temps son dossier. Moi, je suis toujours à la bourre. On est tout le temps en train de se comparer. Et ça, c'est notre éducation. Hein. C'est l'éducation, c'est la société qui nous a amenés à nous amener dans cet espace-là. Et ça active directement le biais de la négativité. Les deux autres notions, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que vous allez voir que c'est fondamental dans votre posture de manager de prendre en compte l'incongruence avec ses valeurs et la peur de la désapprobation sociale. L'incongruence avec ses valeurs, elle s'exprime de la façon suivante. Je vais vous donner un exemple que j'assume pas trop, mais en même temps, je le trouve très intéressant. J'étais aux Utopiales à Nantes. Vous connaissez les Utopiales? C'est un festival qui relie la science et la fiction. C'est vraiment super. Ça a lieu une fois par année. Et moi, quand je suis arrivée à Nantes, je fais waouh, c'est vraiment génial. Et donc, à un moment, il y avait donc il y a des tables rondes, il y a des conférences, il y a des ateliers pratiques et tout ça. Et puis là, il proposait une table ronde sur les biais cognitifs. Alors, on s'entend que je suis une passionnée des biais cognitifs, que j'en ai fait une de mes expertises. Donc, je voulais vraiment assister à cette table ronde. J'arrive aux Utopiales, donc au Palais des Congrès, c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense à Nantes, là. Ouais.
tout à fait. Ouais. Et là, la file était pleine, à tel point que les organisateurs ont dit à partir de là, vous ne pourrez pas rentrer. Et alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible, moi. Et alors, moi, j'ai une valeur profonde. Hein. Souvenez-vous que j'arrive du Québec où on fait la file pour prendre le bus, là. Moi, j'ai une valeur profonde qui est chacun à sa place. Le voilà, on respecte, la bienveillance, le savoir vivre ensemble, voilà, toutes ces valeurs-là. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté atteinte et j'ai été incongruente. Hein. L'incongruence, c'est ça, c'est que je n'ai pas respecté ma valeur profonde, c'est que j'ai gratté des places pour pouvoir rentrer dans la salle. J'ai vraiment senti un inconfort à l'intérieur de moi. Et je vais vous expliquer, ben oui, c'est pour ça que je ne l'assume pas trop, hein. C'est que j'ai gratté des places. Et vous allez voir, donc là, mon pilote protecteur, signal de danger. Et j'ai vraiment senti cet inconfort émotionnel parce que quand on porte atteinte à une valeur, c'est comme si on portait atteinte à notre intégrité. Merci Angélique. On est pardonné, on porte atteinte à notre intégrité parce que nos valeurs sont directement rattachées à notre identité. Si on pose des actions et qu'on va à l'encontre de nos valeurs, c'est un signal de danger. Un autre exemple, vous avez une valeur forte qui est l'honnêteté et vous vendez un projet et vous savez pertinemment qu'il y a une faille dans ce projet-là. Et bien là, vous allez avoir le biais de la négativité qui va s'activer et vous allez avoir un inconfort émotionnel très fort. On va voir après comment le pilote exécutif, lui, c'est notre ami. Donc ça, retenez incongruence avec ses valeurs, biais de la négativité qui s'active. Quatrième et dernier point, peur de la désapprobation sociale. Alors, la peur de la désapprobation sociale, là aussi, en tant que manager, je trouve ça super intéressant que vous en ayez conscience pour la réunion suivante. Avant de vous l'illustrer scientifiquement, je vais vous l'illustrer de façon métaphorique avec cette petite vidéo. Et ça, alors bien sûr, ce sont des chiens, mais moi je fais, donc c'est incroyable, la barrière s'ouvre, ils s'engueulent derrière la barrière, et une fois que la barrière s'ouvre, il n'y a plus personne. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Cette facilité d'aboyer quand on est caché derrière un écran. Le lien que je vous propose, c'est en lien direct avec la peur de la désapprobation sociale. Alors cette peur-là, elle a été découverte. Et pour que vous puissiez la comprendre, en fait, dans le langage courant, c'est la peur du rejet, tout simplement. Sauf que le nom scientifique, c'est la peur de la désapprobation sociale. Cette peur-là, elle a été découverte par Solomon Asch. Pour ceux qui connaissent les expériences de Milgram, vous savez, ces expériences sur l'influence de l'autorité de... comment il s'appelle, Milgram, son prénom, je ne sais plus, bref. Eh bien, Solomon Asch, c'est le directeur de thèse de Milgram. Pour votre connaissance. Et donc Solomon Asch, lui, c'était un passionné, alors c'était un chercheur, qui était passionné par Stanley, exactement, par l'impact du groupe sur la prise de décision. Et regardez l'expérience qu'il a faite. Il a créé des groupes de 10. Sur ces groupes de 10 personnes, il y avait 9 cobayes, c'est-à-dire 9 personnes qui étaient au courant que c'était une fausse expérience. Et il y avait justement un cobaye qui n'était pas au courant de l'expérience et 9 complices. Okay, donc un cobaye et 9 complices. Les 9 complices étaient au courant que c'était une fausse expérience et le cobaye, lui, ne le savait pas. À tous, on disait que c'était un test visuel. Le test visuel était le suivant. À gauche, on montrait d'abord la première planche qui est à gauche. Ensuite, on montrait une deuxième planche, qui est celle de droite, et on demandait aux 10 personnes de dire quelle était la ligne qui est sur la gauche, sur la première planche. Donc, c'est très facile, à moins d'être hyper myope, vous ne pouvez pas louper le test. Là, en l'occurrence, c'est le C. Donc, c'est vraiment un test dont 100% des personnes réussissent. Sauf qu'aux 9 cobayes, aux 9 complices, on leur a dit la chose suivante. Au bout de la troisième planche, vous donnerez une fausse réponse. Mais ce n'est pas possible de donner une fausse réponse. Visuellement, c'est impossible. Eh bien, il s'avère que 75% des personnes se sont conformées au moins une fois au groupe.
C'est-à-dire qu'ils ont accepté de donner une fausse réponse en sachant pertinemment qu'ils donnaient la fausse réponse. 75% se sont conformés au moins une fois. Ça reflète, oui c'est énorme, mais ça reflète toutes ces questions-là que l'on a. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je donne mon opinion? Si je finis pas à temps, je vais être mal vue, alors celle-là, il va mal le prendre si je lui dis la vérité. Ça, c'est vraiment des croyances. Hein. Je vais petit à petit vous habituer, peut-être que vous êtes déjà familier avec ce mot-là, le mot croyance, mais tout ça, ce sont des croyances qui sont directement reliées à quoi? Tout simplement à la peur du rejet. J'ai peur, si je vais mal le prendre, je vais lui dire, il va mal le prendre si je lui dis la vérité, donc je risque d'être rejetée. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je donne mon opinion? Je risque d'être rejetée. Tout ça, c'est vraiment en lien avec donc, la peur du rejet, la peur de donner son opinion, la peur de prendre sa place et de perdre sa place. Ça, c'est vraiment des peurs qui sont une mémoire archaïque reliée au biais de la négativité qui fonctionne de la façon suivante dans notre cerveau que j'ai appelé le pilote protecteur. Pour survivre, et ça, Darwin a été le premier à le dire. Hein. Darwin, il a dit que, bien sûr, il y a eu les espèces les plus solides survivent, mais il n'a pas dit que ça. Il a dit que le collectif était une clé de la survie. Pourquoi? Parce que quand on est en groupe, on est plus fort. À partir du moment où je m'extirpe du groupe, je me mets en danger. Potentiellement, je deviens une proie qui est beaucoup plus sensible aux prédateurs que si je suis en groupe. Se retirer du groupe, c'est la même chose quand on prend le risque de donner son opinion. Vous savez, cette petite boule dans le ventre par moment, peut-être que vous l'avez vécu, de donner son opinion en réunion. Oui, c'est la peur du jugement, peur de la morale, c'est tout ça, en effet. Cette peur-là, c'est directement relié à ce qu'on appelle la peur de la désapprobation sociale, qui fait que 75% d'entre nous va au moins une fois embarquer dans le groupe. Et pourquoi je vous amène... Ah oui, donc voilà, donc ça c'était vraiment pour vous illustrer donc c'est ce biais de la négativité. Hein. On a donc les menaces subtiles, on a la comparaison aux autres, on a les incongruences aux valeurs, et puis on a cette peur-là qui est très puissante, hein, la peur. Oui, l'exemple que je voulais vous donner par rapport à cette peur-là, il y a aussi la peur de perdre sa place qui, moi, m'a vraiment surprise un jour. J'ai fait un coaching d'un dirigeant de PME. Il a une dizaine d'employés, ce dirigeant, et il vient me voir parce qu'une de ses valeurs, justement, c'est le collectif, la coopération. Sauf que, depuis le début, il sent qu'il y a lui et les 9 autres. Il sent vraiment qu'il y a, à chaque fois qu'il fait... Et en plus, il me dit, je fais des réunions pour fédérer. Alors, c'était ses mots-clés. Fédérer, collectif, coopérer. Il me dit, en plus, je fais des réunions toutes les semaines pour stimuler mon équipe, pour créer l'engagement, pour favoriser l'engagement. Et je sens qu'il y a eux et moi. Et alors, je lui demande sa stratégie. Je fais, OK, explique-moi comment ça se passe, tes réunions. Il me dit la chose suivante. Je fais, c'est simple, ils sont assis derrière une table et puis moi, je suis debout devant eux. Puis, je leur explique les rendements de la semaine, les objectifs à atteindre pour la semaine suivante et tout ça. Là, je lui dis la chose suivante. Je fais, est-ce que tu pourrais expérimenter, retirer la table et t'asseoir avec eux? Et là, il me dit la chose suivante. Il me dit, ah non, mais si je fais ça, je vais perdre tout mon leadership, quoi. Je vais perdre toute ma crédibilité. Ce sont ces mots. Je vais perdre mon leadership et je vais perdre ma crédibilité. Quel était l'enjeu qu'il y avait en arrière? C'était une peur, tout simplement. Une peur de perdre sa place en tant que manager, une peur de perdre sa place en tant que leader, une peur de perdre sa posture de leader en s'asseyant à la même hauteur que son équipe, en enlevant une table. La table, c'était un moyen de sécuriser. C'était sa façon de se sécuriser de son équipe. Et quelle a été la clé? Ça a été tout simplement d'oser expérimenter. Il est revenu, donc oser expérimenter, de faire une réunion assis, sans table. Ça lui paraissait improbable. Hein. Il est revenu une semaine après et ça a été une révélation. Et le coaching s'est arrêté 2-3 séances après parce qu'en osant affronter cette peur, qui était la peur finalement de la désapprobation sociale, il a pu lever un frein qui était présent dans son équipe et créer cette coopération tout simplement en changeant l'environnement. L'environnement, ça peut paraître basique ce que je vous dis là, mais c'est un des piliers sur lequel le management peut s'appuyer. Ça va jusqu'à maintenant? C'est OK pour vous? Très clair. Okay. Et du coup, qu'est-ce que notre second besoin de sécurité et les seconds biais peuvent nous permettre de pouvoir avancer sur le sujet, en espérant qu'il y a quand même des clés qui vont pouvoir nous permettre d'avancer. Je vais peut-être aller sur les biais de la négativité. Les astuces, là, en fait, pour le biais de la négativité, en fait, c'est assez basique. Hein, c'est créer un cadre de confiance et de rassurer.
Ça, c'est une des premières astuces. Ça veut dire quoi, rassurer? Ça veut dire communiquer. Je me souviens que Michel Simès, il racontait un jour que quand il était au magazine de la santé, pendant des années, à chaque rentrée, il y avait une rumeur qui disait qu'il allait quitter le magazine de la santé et ça créait une insécurité profonde dans toute son équipe. La stratégie qu'il a mis en place, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une rumeur, il collait, il organisait un meeting avec son équipe et il rassurait, tout simplement, en disant non, c'est pas cette année, je suis encore au magazine de la santé, etc. C'est ça, rassurer. Ça va être communiquer sur ce qu'on fait. C'est aussi poser des recadrages, hein. Recadrer son équipe, ça va permettre de rassurer. Prendre conscience de ses valeurs. Alors, prendre conscience de ses valeurs, et des siennes et de celles de son équipe, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où il y a une action qui est posée contre une valeur, il y a une insécurité qui se déclenche. Et ça peut être vraiment des travails vous savez, on est beaucoup dans les soft skills, mais c'est fondamental hein, de connaître les valeurs de son équipe et puis de les ancrer et de créer un collectif autour de ces valeurs-là. Et puis, alors, j'ai mis faire appel à un consultant externe parce que quand on est dans le biais de la négativité, ben, on est un peu aveugle, en fait, on est piégé. Donc, c'est important d'avoir un regard externe qui va lui avoir un autre regard qui ne sera pas le même biais de la négativité, qui ne va pas être pris dans l'engrenage du collectif qui lui-même, hein, parce que c'est contagieux en plus, hein, ces biais-là. Hein. Je parle beaucoup de contagion émotionnelle. Donc ces biais-là vont être, ça va être contaminant, hein, beaucoup plus que le virus, hein, que le coronavirus actuellement. Donc voilà, si j'avance, j'ai encore du temps, Perle, parce que je ne sais pas. Ouais, il te reste un petit quart d'heure. Oh, oui. La vache. Ok, on avance sur ça, c'était le biais de la négativité. On a un deuxième biais à voir, qui est le biais de confirmation. Alors, celui-là, moi, je l'adore parce que, oh, mon Dieu, qui nous joue des pièges. Le biais de confirmation, j'ai mis premier point, besoin de comprendre. On va aborder les autres points, recherche, cohérence après. Besoin de comprendre, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en conférence à Montréal, cette fois-ci en tant que participante, sur un nouveau modèle émergent de changement en lien avec l'analyse transactionnelle. Pour ceux qui connaissent ce domaine-là, c'est un sujet passionnant. La personne donc, vient de France, nous explique son modèle émergent de changement avec son modèle d'analyse transactionnelle, avec un modèle où il y avait N1, N2, N3, donc 3 niveaux de hiérarchie. Et il s'avère que dans cette conférence, il y avait l'organisateur, il y avait la conférencière, et il y avait un animateur. Donc, on aurait pu dire qu'il y avait N1 l'organisateur, N2 l'animateur et N3 la conférencière. On pourrait dire ça comme ça. La conférencière et l'animateur sont sur le devant de la scène, commencent à interagir avec nous. L'organisateur est au fond de l'amphi. Et là, la conférencière est en train de prendre contact avec nous. Elle commence à parler, elle crée le lien. L'animateur, on ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Et puis à un moment, donc c'était super intéressant, elle crée le lien. Et puis à un moment, il y a l'organisateur qui descend de l'amphi, qui monte sur l'estrade et qui dit en pleine conférence, hein, c'est comme si là, il y avait quelqu'un qui m'interrompait en pleine conférence, qui dit à la conférencière, à l'animateur, stop, on arrête tout, j'ai besoin de vous voir, on sort de l'amphi. Et là, ils sortent tous les trois de l'amphi et ils nous laissent comme ça, en plan, là, dans l'amphi. Ils reviennent. L'organisateur reprend sa place à l'arrière, l'animateur s'assoit, la conférencière s'assoit, et là, l'animateur se met à parler à la conférencière, qui lui répond, et l'animateur nous parle à nous. Donc, changement complet de format, puisqu'avant, c'était la conférencière qui nous parlait directement. Et alors, moi, là, je ne lâchais pas prise pour dire à quel point ce biais est intéressant. C'est que j'avais écouté ça, j'avais une baisse de ma capacité attentionnelle. C'est-à-dire que j'avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer. Tant que je ne comprenais pas, mon attention était captée par ce besoin-là et j'étais incapable de suivre le reste de la conférence. C'est pour ça que quand vous vivez un changement dans vos équipes et qu'il y a un manque de sens, il va y avoir une diminution de la performance. Pourquoi? Parce que l'attention, elle est prise par « j'ai besoin de comprendre la situation ». Et donc, je ne peux pas changer, je ne peux pas avancer, je ne peux pas lâcher prise. À tel point que moi, ce que j'ai fait, c'est que connaissant ces biais-là, j'ai levé la main. J'ai fait écouter, stop, là, je veux comprendre ce qui vient de se passer. Et alors là, ça a été génial. On a limite fait une thérapie de groupe parce qu'en fait, elle s'est servie, mais vraiment, c'est super intéressant, elle s'est servie en fait de la situation pour nous expliquer le fameux N+1, N+2, N+3 parce qu'elle était en train de nous expliquer, de respecter le mandat qui est passé entre N+2 et N+3, en tout cas une histoire comme ça. Là. Et finalement, on s'est servi de la situation. En fait, le N+1, il a juste voulu recadrer le mandat
qui avait été que c'est l'animateur qui doit animer et interagir avec le public. Alors, il l'a fait de façon hyper maladroite, mais toujours qu'il a voulu recadrer. Et là où ça a été intéressant, c'est que finalement, ça a permis de faire émerger ce besoin de comprendre et puis de faire émerger tout le reste qu'il y avait en lien avec cette conférence. Donc vraiment, le besoin de comprendre, c'est un des premiers besoins qui va être un biais et une résistance dans « j'arrive pas à lâcher prise parce que je comprends pas et j'arrive pas à changer parce que je comprends pas ». Le deuxième, c'est que notre cerveau va avoir, et c'est fondamental pour lui, c'est créer de la cohérence. Créer de la cohérence, ça veut dire faire du sens jusqu'à confirmer le passé. Confirmer le passé, c'est le fameux, vous savez, « ah, je le savais ». Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça, d'avoir une situation, jamais, hein, d'avoir une situation dans laquelle vous vous dites « ah mais oui, mais ça, je le savais », alors qu'en fait, vous ne le saviez pas forcément, mais c'est juste que votre cerveau va aller confirmer, ça vous rassure, ça crée de la cohérence. Ça va jusqu'à rechercher de la réconciliation. Si je reprends mon exemple aux Utopias, là, j'ai une valeur profonde qui est le respect, le savoir-vivre ensemble, mais je gratte 30 places pour pouvoir rentrer dans cette conférence. La première chose que j'ai faite, mais ça a été spontané, donc j'ai gratté des places de façon discrète, je me faufile dans la file, j'arrive à côté d'une personne, puis je la regarde, et je lui dis « ouais, mais c'est parce que je suis une spécialiste des biais cognitifs ». Comme si j'avais... En fait, je suis allée justifier. Je suis allée créer une justification pour réconcilier. Et c'est ça qui fait notre pilote exécutif. Les fameuses excuses. On va se trouver des excuses. C'est ça la création de cohérence. Quand on va porter atteinte à une de nos valeurs, par exemple, je reprends l'idée de j'ai un projet, je vends un projet, mais je sais qu'il y a une faille dans ce projet-là, alors que j'ai une valeur d'honnêteté. Et ben, la réconciliation, le pilote exécutif, c'est ouais, mais c'est parce que j'ai vraiment besoin de cette augmentation de carrière ou voilà, de ce dossier-là pour passer à un stade suivant dans ma carrière. Voilà, on va se justifier. On va se créer des justifications pour rechercher de la réconciliation, de la cohérence et un besoin de sens. Et ça va jusqu'à renformer nos... Oui. Et justement, peut-être, Anne-Laure, je voyais le temps qui filait. Ouais. Justement, après cette partie renforcement de croyances, toi, tu m'avais partagé justement 4 clés que j'avais trouvées ultra intéressantes pour nos managers pour pouvoir leur permettre de partager ces pistes-là. Parfait. Alors, juste petite phrase là, par rapport aux croyances. Donc, c'est tout ce qu'on croit, on croit. Vous connaissez saint Thomas hein, qui dit « je ne crois que ce que je vois ». Le biais de confirmation, lui, en fait, notre cerveau, il ne voit que ce qu'il croit. C'est comme ça, hein. Il va aller chercher, confirmer. Ça, c'est dommage que je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais en effet, si on manque de temps, on pourra planifier une suite. Parce que le biais de confirmation en lien avec les croyances, c'est hyper puissant. Pour aller dans l'espace des clés, voilà. Ah, la crise, j'ai pas le temps, ça Perle, tu veux que j'aille dans l'espace des clés? Ouais, je pense qu'on va aller dans l'espace des clés, mais je retiens toutes les petites astuces. Dites-nous si vous voulez une suite à cette conférence. On manquera pas de l'organiser avec Anne-Laure. Okay. Donc, ouais, si il nous reste 10 petites minutes, qu'on se focalise un peu sur les clés, puis sur les quelques questions ultra intéressantes que tu m'avais partagées, qui, moi, ont été de l'or dans mon quotidien. Vous voyez, c'est un défi pour moi de faire tout ça en 1 heure, mais j'ai tellement... Et encore, là, j'ai tout réduit, mais c'est un défi pour moi de partager un si peu. Alors, et là, j'ai essayé de réduire au max pour que vous puissiez repartir aujourd'hui avec des clés. La première, elle est toute bête, c'est se connaître. Rentrer chez soi. Pourquoi? Parce qu'on est souvent chez l'autre. Hein. Souvent, c'est de la faute de l'autre. Donc, l'idée, c'est de se responsabiliser dans une situation avec, tout simplement, j'en reviens à ça, identifier. Alors, il y a une faute là, c'est pas identifier, c'est identifier la prise. C'est tout simplement ça. Je vais faire un bilan à la fin des questions clés. Donc, première clé, se connaître, identifier la prise. Deuxième clé, faire du sens. Il faut créer du sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tant que manager, vous, pour éviter qu'il y ait des tensions dans votre équipe, ça va vous paraître évident, c'est de clarifier l'objectif. Alors, à titre personnel, j'ai mis rêve, but, relation, projet. C'est vraiment clarifier mes attentes dans une relation, clarifier mon objectif. Alors, il y a un biais qui s'appelle le biais de l'évitement des pertes. Notre cerveau, il préfère ne pas s'engager dans une activité s'il y a des pertes certaines plutôt que des gains incertains. Ça, c'est une certitude. Donc, vous allez avoir de l'inaction, vous allez avoir une baisse de motivation s'il n'y a pas d'objectif clarifié. Ça veut dire quoi, clarifier? C'est pourquoi je le fais, pourquoi, pour qui, les indicateurs de résultats, plan d'action. Bon, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre tout ça, vous savez tout ça mieux que moi. Ça, c'est important de créer du sens. Vous connaissez cette phrase de Frédéric Dard, un objectif flou conduit à une connerie bien précise.
Et ça, c'est ça. Hein. Si À votre... écrire sur nos bureaux en grand. Et c'est tellement vrai, hein, parce que le cerveau, il a besoin de se connaître la prise et d'avoir du sens. Et puis, il a aussi besoin d'être assuré. Être assuré, c'est identifier les menaces et poser un cadre de sécurité. Et enfin, la dernière clé, c'est oser. Au même titre que le manager qui me disait non, non, mais je vais pas enlever la table et me mettre à leur niveau, je vais perdre toute crédibilité. Il a osé affronter sa peur. L'enjeu, c'est que souvent, ça prend plusieurs fois parce que notre cerveau, il a besoin de temps pour apprendre, donc il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si je résume, oui, je vais vous dire, lâcher prise, c'est une décision. Hein. C'est vous qui décidez. C'est une décision. Si je résume, voici les questions clés. Quand je vous parlais des questions à vous poser, puis ça, je pourrais vous le donner si vous voulez. Je pourrais vraiment vous donner cette diapo-là et même un ensemble si vous avez besoin d'une partie des diapos, mais on n'a pas tout vu. Et je pense que ça peut être pas mal de reprendre pour ceux qui étaient arrivés en début de séance, de vous reprendre la petite feuille que vous aviez et sur laquelle vous aviez écrit cette fameuse situation. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, on avait essayé d'identifier avec chacun une situation sur laquelle vous aviez eu ou vous avez aujourd'hui du mal à lâcher prise. Et ça peut être intéressant justement de toutes ces questions que propose Anne-Laure de déjà vous les rebalayer. Est-ce qu'il y a déjà des premières choses qui vous apparaissent sur cette question que vous avez écrite sur votre papier? Ouais. Et pour répondre à Grégoire, moi je mettrais, il n'y a pas une priorité, c'est les 4 ensemble, en lien avec la situation actuelle. C'est d'abord, quelle est la prise à lâcher? C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de l'insécurité? Est-ce que je ressens de l'anxiété? Et de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin en ce moment? J'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin, alors si c'est un contexte professionnel, j'ai besoin de reconnaissance parce que je fais du télétravail et que là, j'ai l'impression que mon patron, il ne voit pas du tout que je bosse. Voilà, c'est quoi? J'ai besoin de quoi? Et je ressens, qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est la prise. Les autres questions. Qu'est-ce que... Alors, j'arrive pas à me relire parce que je m'excuse. Ah oui. Qu'est-ce que je comprends pas dans la situation? Ça, c'est la recherche de sens. Qu'est-ce que je comprends pas dans la situation? Parce que tant que je comprends pas quelque chose, je lâche pas prise. Et quel objectif aurait pu manquer de sens? Qu'est-ce qui aurait pu être une absence de clarification qui fait que j'arrive pas à lâcher prise? Ça, c'est la deuxième question pour la partie sens. Pour la partie sécurité, alors, j'ai mis de quoi ai-je peur? Sauf que quand je dis ça, la majorité des gens me répondent non, mais j'ai peur de rien. Parce que souvent, ou en tout cas, c'est souvent des peurs inconscientes. Vous pouvez utiliser le mot qu'est-ce que je crains? Ça fait un peu moins peur de se poser la question comme ça. C'est plus doux d'appréhender l'insécurité parce qu'on a tous des peurs. Hein, c'est un mécanisme normal. Donc, de l'appréhender, qu'est-ce que je crains? Et puis, l'une de mes valeurs est-elle menacée? Comment on fait pour aller chercher une valeur? C'est qu'est-ce qui est important pour moi dans la situation? Si ce qui est important pour moi dans la situation, c'est l'honnêteté, et que là, j'ai posé une action qui va à l'encontre de l'honnêteté, bah, c'est clair que le levier sécurité, pouf, il est là. Je vais répondre à Émilie après. Et l'étape 4, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Question majeure. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Sur quoi je peux lâcher prise? Un exemple de crainte concrète. Bah, je vais vous donner un autre exemple. Bah, alors, l'exemple de crainte concrète, là, quand je vous donnais cet exemple du manager qui avait peur de perdre sa crédibilité, ça, c'est très concret. Hein. C'était très concret. Il avait vraiment peur de perdre sa crédibilité. Une décision consciente. Est-ce que vous voulez un exemple de décision consciente ou est-ce que la décision doit être consciente? C'est ça la question, Inal? Inal, ouais. Pour vous donner un autre exemple. Attends, t'es en mute. Ouais, vas-y, Inal, pose ta question. C'était plus par rapport à la décision du lâcher-prise. Tu avais dit que c'était une décision. Oui. C'était une décision qui était consciente ou c'est quelque chose qu'on va s'entraîner à avoir. Les deux. C'est une très bonne question que tu poses parce que... Oh, pardon, je tutoie. Ça, c'est mes racines québécoises. On tutoie tous dans la communauté, donc il n'y a pas de souci. Ok, parfait. C'est une très bonne question que tu poses parce que, oui, cette décision doit être consciente, mais ça ne suffit pas. Parce que quand vous allez commencer à appréhender ces questions, au début, vous allez répondre avec votre exécutif. Donc, vous allez écrire, OK, là, c'est de la colère. De quoi ai-je peur? J'ai peut-être peur d'être... si j'exprime mon mécontentement vis-à-vis de mon supérieur hiérarchique, j'ai peur d'être rejeté. Voilà, vous allez facilement répondre au début. Sauf que, et donc, qu'est-ce qui est à mon pouvoir? Par exemple, d'organiser une rencontre. Voilà. Sauf que ça va être une répétition. Parce que vous allez voir que souvent, le lâcher-prise, il va intervenir dans des sphères de vie qui sont récurrents chez nous.
Moi, je sais que, par exemple, quelque chose qui me met sur la difficulté, c'est sur le contrôle. C'est souvent le contrôle chez l'être humain. J'ai observé autour de moi qu'on est beaucoup des êtres de contrôle. Pourquoi? Parce que ça nous rassure. Et souvent, le lâcher prise qui est à faire, le travail, c'est sur le contrôle. Ce qui ne veut pas dire la maîtrise. Attention, c'est différent. On peut maîtriser un processus sans forcément le contrôler. Et souvent, on va avoir besoin de contrôler. Je vais vous donner un exemple dernièrement, puis peut-être que ça va être fini après. Tu m'arrêtes, Perle. Je peux donner un autre exemple? J'allais dire, je te laisse ton dernier exemple et puis après on ira sur la conclusion et sur le petit questionnaire. Mais top. J'ai une équipe en ce moment d'ingénieurs, informaticiens. Ils sont une petite équipe. Le manager vient me voir en me disant « il y a eu un conflit, je voudrais comprendre ce qui se passe ». La situation est la suivante. Je vais donner des noms fictifs. Donc, Patrick vient d'arriver dans l'équipe. Eric, lui, est un expert senior, il est là depuis longtemps. Patrick prend la parole en réunion d'équipe et présente un projet. Dans ce projet, il présente une partie du projet qui fait appel à l'expertise d'Eric. Or, dans ce projet, qui présente avec l'expertise d'Eric, il y a beaucoup de données qui sont maladroites, il y a même, d'après Eric, qui lui est expert sur le sujet, qui ne sont pas ajustées, qui ne sont pas adaptées, qui sont même fausses. Mais Eric ne dit rien pendant la conférence, pendant la réunion, parce qu'il dit « Ok, Patrick vient d'arriver, je vais lui en parler après ». Et la réaction d'Eric, pendant toute la conférence, ça a été d'avoir un non-verbal très parlant. C'est qu'à chaque fois que Patrick prenait la parole, il était comme ça, enfin j'exagère là, mais il y avait vraiment un non-verbal qui était très parlant et qui a complètement déstabilisé Patrick, qui lui vient d'arriver dans l'équipe. Le manager va voir Eric en lui disant « Écoute, tu as eu un non-verbal qui était totalement inapproprié ». À la fin de la réunion, il va voir Eric. Eric, sentiment d'injustice, il dit « Mais attends, tu te fous de ma gueule, c'est moi qui suis expert dans le domaine, il y avait plein de conneries qui étaient dites. J'ai rien dit justement parce que je sais que c'était la première de Patrick et qu'il avait besoin de prendre la parole et de trouver sa place. J'allais le voir après, mais tu peux me reprocher à moi de faire un non-verbal. » Le manager vient me voir en me disant, et donc ça a créé un trio, ça a créé une grosse embrouille. Le manager vient me voir en me disant, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je lui dis, en quoi c'était important pour toi d'aller voir Patrick pour le recadrer sur son non-verbal? Il me dit, parce que moi, ce qui est fondamental pour moi, c'est la cohésion d'équipe, c'est la bienveillance. Et là, il a eu un non-verbal qui n'était pas bienveillant. Ça s'est vu qu'il était en colère, qu'il n'était pas d'accord avec ce que disait Patrick, c'était pas adapté. Et je creuse un peu et je lui dis, mais en quoi c'est important pour toi, la bienveillance, la cohésion? Il me dit, mais sinon, je perds contrôle. Et là, on a touché le cœur de, en fait, prendre soin de son équipe, c'était une façon pour lui d'être dans le contrôle de son équipe. Quand on a détecté ça, alors il y a eu tout un travail d'acceptation que c'est du contrôle parce que, non, je prends soin, c'est pas du contrôle. En réalité, c'était du contrôle en allant un peu plus loin parce que ça le rassurait, il gardait comme ça une maîtrise alors c'est plus qu'une maîtrise pour le coup, là c'est vraiment un contrôle de l'émotionnel de chacun de son équipe pour que chacun aille bien. L'intention était bonne, l'intention c'était de créer une dynamique d'équipe, mais en intervenant dans une relation qui aurait pu se régler tout seul, puisque Patrick avait l'intention de toute façon d'aller voir, Eric avait l'intention d'aller voir Patrick, il a créé il a créé le bazar. Donc vous voyez, là il y avait donc le lâcher prise, là, ça a été de prendre conscience. 1, la prise, c'est le contrôle. 2, j'accepte et j'accueille que je suis dans le contrôle et que je dois faire confiance à mes collègues dans cette situation-là, à mes collaborateurs, qu'ils auraient pu parler ensemble. Et qu'est-ce qui est donc on est vraiment passé à travers cette étape 2, cette étape 3. Qu'est-ce qui a été en mon pouvoir? De ne rien faire. Là, c'est là la décision qu'il a prise, en fait, parce que là, il avait prévu faire une réunion à 3. Enfin, ça n'avait pas de sens. Dans la situation, je parle. Et finalement, ça s'est réglé tout seul. Patrick est allé voir Eric, ils ont réglé le problème. Et voilà. Et donc, il a lâché prise sur la situation, il a lâché prise sur le contrôle de ce binôme-là qui n'avait pas besoin de lui pour régler son problème. Voilà le dernier exemple que je voulais vous donner. Je ne sais pas si ça vous parle. Super. J'allais dire, ça doit parler parce qu'il y a 2-3 noms de l'informatique, 2-3 IT en plus. Donc, tu as choisi un exemple encore plus ancré pour certains d'entre nous, en tout cas. Donc, très chouette. Il est 14h00. Donc, merci Anne-Laure. C'était un sacré challenge.
pour toi, parce qu'en J'aurais effet, aimé pour la vous petite histoire, on parler, avait vu Anne-Laure pendant une après-midi complète et du coup, on avait vraiment pu creuser. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire dans l'après-midi, c'est peut-être de vous reprendre un petit peu de temps avec votre fameuse petite feuille. Moi, je vais essayer de vous envoyer au moins cette dernière slide pour que vous puissiez vous poser ces questions-là, voilà, que vous avanciez sur cette situation sur laquelle vous avez eu du mal à lâcher prise. Je vois beaucoup de merci dans le chat, donc en effet Anne-Laure, un grand merci, c'était ultra chouette. Je crois qu'il y en a beaucoup qui seraient très intéressés pour une deuxième séance, donc Bah écoute, oui, j'avoue que là, voilà. je suis un peu frustrée parce qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé vous partager, notamment mon regard sur la crise Donc, sanitaire et tout ça, mais ce sera pour une autre fois. Donc, en tout cas, je te conseille de lire le chat parce que tu as des grands merci de la communauté. Donc, Merci à vraiment vous un tous. super merci d'être venu ce Merci midi. pour votre- On vous a lancé le petit sondage. Donc, voilà. Est-ce que peut-être, il nous reste une petite minute, Anne-Laure, c'est une question qu'on aime beaucoup poser à nos mentors en masterclass. Est-ce que tu aurais un conseil, l'unique, the one, le dernier conseil à donner à notre communauté de managers? Ah ben moi, mon mot-clé, c'est oser. C'est vraiment d'oser. C'est mon mot-clé. C'est parce que l'être humain est souvent dans l'inaction par ses peurs non conscientes. Donc, c'est vraiment oser. Oser, 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 oser. Oser parler, oser communiquer, oser parler de vos émotions, oser, voilà, oser. On est vraiment là-dedans. Et bah écoute, pareil, on l'écrit en gros sur notre mur de salle à manger ou sur notre mur de bureau pendant le confinement. Et Ouais. merci à tous, merci à vous tous les managers. N'hésitez pas à remettre le sondage pour qu'on ait votre avis sur la masterclass et merci de votre super participation aujourd'hui. C'était vraiment très chouette de vous voir rebondir. Et Anne-Laure, bah écoute, j'espère qu'on te reverra très bientôt parce qu'en effet, je crois que c'est un sujet qui plaît beaucoup aux managers de notre communauté. Et n'hésitez pas à lui faire des petits retours parce qu'Anne-Laure, c'est sa première en visio sur des managers parce qu'elle pratique beaucoup en présentiel. C'est extrêmement chouette de la voir. Si vous la voyez à Nantes, franchement, je vous invite à vous inscrire sur des meet-up, etc. Ça nous fait vraiment beaucoup avancer. Donc encore un grand merci Anne-Laure et puis bonne journée à vous tous. Et merci pour votre présence à tous. Merci beaucoup.